la semaine dernière. Aujourd'hui, je reçois Inès et nous allons parler ensemble de troubles du comportement alimentaire. Et donc c'est vrai que, comme tu disais, recalculer ou ne plus calculer justement qu'est-ce qu'on va pouvoir manger, quoi choisir, qu'est-ce que c'est avoir faim, comment ça se passe avec les proches, avec les amis, au niveau professionnel, quand tu es revenu dans cette vie quotidienne, entre guillemets, comment tu l'as vécu justement? Alors, en fait, du coup, 2 mois et demi après l'hospitalisation, quand je suis retournée faire une visite de contrôle à l'hôpital, parce qu'en fait, à la base, j'aurais dû continuer en hôpital de jour, mais vu qu'il y avait le Covid et que, les patientes, on est toutes des personnes à risque, il y avait plus vraiment de personnes qui avaient le droit de rentrer dans l'hôpital. Donc en fait, je faisais hôpital de jour, par téléphone, voilà. Et j'ai dû trouver une psychiatre du côté de Chambéry, un peu, à la Walligen. Et en septembre, quand j'ai fait ma visite de contrôle et que le médecin m'a pesée et qu'il a vu que j'avais tout perdu mon poids, et cetera, il m'a dit: «En fait, moi, si j'étais moi, là, je vous réhospitalise. Là, vous êtes de nouveau en sous-poids et en danger, donc pour moi, je vous réhospitalise». Sauf que je venais de trouver un boulot et du coup, j'ai dit: «Non, non, non», et en fait, j'étais traumatisée par l'hospitalisation. Je n'avais qu'une peur, c'était retourner à l'hôpital, et j'ai dit: «Non». J'ai dit: «Prescrivez-moi des compléments alimentaires et je vais m'en sortir comme ça». Donc j'ai eu des compléments alimentaires donc qui sont hyper protéinés, hyper caloriques. J'ai mangé des compléments alimentaires, jusqu'à, je crois que les derniers, je les ai mangés en 2023. C'était les Donc bouteilles là, les bouteilles, les petits yaourts là, ouais. qui font 400 calories par pot, en fait. Sauf que là encore, j'avais la maladie qui était présente parce que ça, c'est censé être un complément alimentaire. C'est pas censé remplacer. Et du coup, moi, ça a remplacé mon petit déjeuner et ça me faisait le goûter. Mais bon, j'ai réussi à me survivre comme ça et à ne pas continuer à perdre du poids. J'ai stabilisé, en fait. Je ne prenais pas de poids, vraiment. Bon, je prenais, je perdais, je prenais, je perdais. Mais j'avais stabilisé. Et en fait, le seul truc qui m'animait, c'était la peur de me retrouver en hospitalisation à nouveau. Donc en fait, je me suis dit, je vais me battre. Et je me suis dit, en plus, c'est pas l'hospitalisation qui va forcément me sauver. C'est-à-dire que j'ai constaté que oui, l'hospitalisation m'a sauvée sur le moment. Mais en fait, quand je suis sortie de là, en fait, j'avais rien appris. Ouais, c'était une procédure d'urgence en fait. Toi, C'est ça. ce que tu voulais, c'était quelque chose de concret qui te permette C'est de ça, tenir sur c'est la que, durée. en fait, il faut tous rééduquer. Quand je dis que la maladie, elle a rééduqué le cerveau et le corps, en fait, la guérison, c'est rééduquer à nouveau son corps et son cerveau pour dire, il faut que tu manges plus, il faut que tu apprécies ce que tu manges, il faut que tu... Enfin, c'est manger, par exemple, en pleine conscience. Donc, j'ai été accompagnée par des psychiatres, sauf que c'était pas une spécialiste. Ensuite, là, quand je suis arrivée à Lyon, là, j'ai en fait trouvé une diététicienne qui, elle, est spécialisée dans les TCA. Et je la remercie énormément parce qu'en fait, c'est elle qui m'a sauvée de l'engrenage dans lequel mon cerveau il était. C'est elle qui m'a aidé à reprogrammer mon cerveau, qui m'a aidé à comprendre qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas. Elle me donnait des objectifs, j'avais des missions, et au final, des fois, j'en étais même fière d'aller la voir et de dire aujourd'hui, j'ai réussi à manger ça, cette fois-ci, j'ai réussi à manger ça. C'est sûr que c'est un investissement parce que ce n'est pas remboursé par la Sécu, la diététicienne. Ah, donc comme les psychologues, c'est pas remboursé. Non, parce que c'est pas des médecins, contrairement aux nutritionnistes. Mais la thérapie que j'ai eue avec elle, couplée en plus, elle fait de la sophrologie. Ça m'a beaucoup aidée sur les anxiétés. Et on dit qu'une personne atteinte d'anorexie, pour vivre au quotidien, faut plus qu'elle pèse, faut pas qu'elle se pèse, faut pas qu'elle pèse sa nourriture, faut pas tout ça. Eh ben, sachez que moi, je fais tout le contraire. Je me pèse jamais parce qu'en fait, la balance, c'est une angoisse pour moi, que ça soit que j'ai pris du poids ou perdu du poids. Récemment, j'ai reperdu du poids et en fait, c'était une angoisse. Parce que en fait, il y a la petite voix de la raison qui me dit c'est pas bien Inès, gna gna gna, et il y a la voix de la maladie qui dit hey, bien joué meuf, tu vois. Et du coup, le fait de peser mon alimentation, c'est ce qui me sauve aujourd'hui parce que en fait, je pèse des quantités normales pour quelqu'un à manger. Si je ne pesais pas, je mangerais moitié moins, voire 2 tiers de moins de ce que je mange.
Alors que là, ça te fait un cadre, en fait. C'est ça, ça me fait un cadre qui me rassure. Pareil, et ça, c'est peut-être des traits qui se rapprochent, par exemple, du TDAH et de l'autisme. C'est-à-dire que j'ai des aliments que je vais manger tout le temps. Des Parce que préférés. j'ai des phases. J'ai eu ma phase que j'ai encore un petit peu où je me fais cuire des pâtes que je mets au air fryer et après je trempe dans un yaourt. Débile, mais j'adore ça. Et en fait, c'est du coup vivre au quotidien la maladie quand on en sort. Enfin, pas quand on est guéri, hein, mais même quand on est guéri, c'est Quand on sort de crise, réapprendre. quoi. C'est ça, c'est réapprendre à apprécier les petites choses de la vie. C'est aussi apprendre à écouter ses envies sans laisser la maladie parler, parce que des fois, on a du mal à savoir qui parle. Moi, des fois, je sais pas si c'est la maladie qui me dit qu'elle a plus faim ou qu'elle aime pas quelque chose, ou est-ce que c'est vraiment moi qui aime pas ça. Et il y a des moments, je Perturbant. deviens schizophrène. Je me dis, mais qui est dans ma tête? Qui c'est qui parle? Qui c'est qui est dans le corps? Des fois, en fait, c'est limite si je suis pas témoin de mon propre corps et que mon corps, il fait ce qu'il veut derrière. C'est hyper compliqué parce qu'en fait, faut constamment être en débat dans sa tête. Tout est source d'angoisse. Les repas de fête. Les repas de fête, s'il vous plaît. C'est un enfer. C'est une source d'angoisse. C'est en face de nous aussi avoir des proches qui ne comprennent pas ce qui se passe dans notre tête. Ils disent mais pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu culpabilises? Qu'est-ce qui t'angoisse? En fait, tu Je ne sais sais pas. pas. C'est viscéral. Tu sens la sensation dans le vide. Et il y a une fois où en fait, je me disais faut que je mange, c'est pas bien et tout. Et je me suis forcée et j'ai mangé. C'était de la crème de marron. C'était un dessert, la crème de marron et tout. J'étais en déplacement. J'ai dit, vas-y, il faut que je le mange et tout. Et je me suis forcée. J'ai mangé le truc. J'ai été malade avec une sorte de gastro pendant 2 semaines. Mon Réaction. corps a complètement rejeté les choses. Donc en fait, c'est le quotidien d'une anorexique qui est sur la voie de la guérison, qui est sortie de l'hôpital ou même qui est encore malade. C'est un combat constamment avec soi-même. Et du coup, c'est hyper compliqué au niveau des relations de famille. C'est hyper compliqué au niveau des relations amicales. C'est difficile au niveau de la vie sociale. Même la vie amoureuse, en fait, ça devient hyper compliqué. Parce que, surtout les relations sociales et les relations amoureuses, c'est-à-dire de faire rentrer quelqu'un dans ta vie et lui expliquer, bah non, en fait, je pourrais pas manger avec toi dans tous les restaurants. Non, je pourrais pas aller faire des bouchons lyonnais avec tous mes amis. Non, je peux pas faire des restaurants d'équipe toutes les semaines ou tous les jours. Non, je ne peux pas faire... Enfin voilà, c'est plein de moments de sociabilité qu'on se refuse. Aujourd'hui, je suis capable de manger au restaurant. Je trouve Félicitations. toujours ce que je trouve toujours un truc à manger. Bon, sauf si on m'emmène dans un bouchon lyonnais, s'il vous plaît, ne le faites pas. Là, c'est vraiment me tirer une balle dans le pied et me prouver que je suis malade. Je n'ai pas besoin de ça. Mais je suis capable aujourd'hui d'aller dans des restaurants japonais, des restaurants chinois, des restaurants libanais, tout donc, type de t'arrives à restaurants. manger quand même dans un restaurant. C'est T'as ça. trouvé quelque chose. Tu es pas juste en spectatrice. Il y a eu des fois où, oui, j'ai été spectatrice. Il y a pas longtemps, il y a eu un restaurant d'équipe et j'ai dit à ma collègue, ne choisis pas ce restaurant, je ne pourrai pas y manger. Bien sûr, elle l'a choisi. Et on s'est retrouvés dans un restaurant où les seuls repas végétariens, c'était soit des trucs avec des pommes de terre et du fromage fondu dessus, soit c'était des burgers. Oui, c'est Donc, j'ai pas dit, très facile. donc, j'ai un peu fait l'affront, c'est mon côté rebelle. Je suis venue au restaurant et je les ai regardés manger. Juste pour prouver le truc du dire, ok, je veux bien faire des efforts, mais je peux pas tout faire non plus, je suis pas une surhumaine. Je vais mieux, c'est sûr. J'ai fait énormément de chemin, c'est sûr. Ça, c'est Je vrai. suis là aujourd'hui, c'est grâce à ma famille, c'est grâce à mes toi. amis. C'est grâce à toi, surtout. Ouais, mais c'est vous tous qui m'avez donné une énorme force de me dire, me continuer à me battre. Même mon chat. Aujourd'hui, vous savez que, j'ai adopté mon chat en 2021, donc 1 an après ma sortie d'hospitalisation, et c'était aussi le moyen de me dire, en fait, Inès, là, t'as quelqu'un pour qui tu te bats tous les jours. Enfin, Ouais. c'est mon bébé, quoi. Et du coup, ça voulait dire, si je me faisais hospitaliser, qu'est-ce qu'il advenait de mon chat? Mais j'ai l'impression que ça revient beaucoup, ça, en termes de santé mentale, le fait d'avoir un animal duquel on est responsable
Et ben, ça nous aide beaucoup avec nos maladies diverses et variées parce que la personne, le chat, enfin l'animal ne va pas juger. Et le fait que l'animal ne juge pas, ça nous rend encore plus heureux ou heureuses de l'aider, de pouvoir participer à Mm. son bien-être. Et donc cette responsabilisation aide aussi à se dire, bon, je dois être là pour cet animal. Bah, au début, avant d'avoir mon chat, du coup, j'étais chez mes parents et du coup, il y avait le chien, donc Happy. Et Happy m'a été mon psy pendant un bon moment. C'est-à-dire que quand j'allais pas bien, quand j'avais envie de parler, et en fait, des fois, on a juste envie de parler, mais pas avoir forcément quelqu'un qui nous réponde derrière. Bah, en fait, je parlais à mon chien et il me donnait un amour inconditionnel. Et en fait, il sentait quand j'allais pas bien. C'est-à-dire que d'un coup, il allait juste venir et poser sa tête sur moi. Et je savais que, en fait, il sentait que j'étais en anxiété et que du coup, il fallait m'aider. Et, et voilà. Et en fait, c'est vrai que la vie sociale, la vie au boulot, tout ça, c'est hyper compliqué. Moi, pendant très longtemps et encore maintenant, hein, j'ai peur de rencontrer des gens. Il y a des applications qui font pour des rencontres amicales, mais c'est souvent des trucs qui tournent autour de la bouffe. On a la chance et la malchance d'être dans le pays De la où bouffe. la gastronomie, c'est le nerf de la guerre. Ouais. C'est-à-dire que on est à table, on parle de bouffe, on est en pause, on parle de bouffe, on raconte notre week-end, on dit ce qu'on a cuisiné, on dit qu'on a fait nos courses, on dit qu'on a fait des restos. La vie d'un Français tourne autour de la nourriture, honnêtement. Il y avait une phrase qu'on mentionnait beaucoup dans ma famille, c'était qu'il y a beaucoup de familles françaises où on vit pour manger au lieu de manger pour vivre. Oui. Et c'est vrai que, vu qu'il y a beaucoup de spécialités, qu'on fait tout autour des restaurants, des plats, que les familles se rencontrent autour de la table, etc., etc., et qu'il y a un peu cette envie aussi de faire partie d'un groupe. Si on mange pas pareil, et on le voit bien avec les personnes qui ont des régimes alimentaires différents, comme les véganes, les végétariens, enfin plein de régimes, les sans gluten, etc. Il y a plein de personnes qui ont, pour diverses raisons, des régimes alimentaires différents. Et ça impacte leur relationnel. Donc évidemment que dans le cas d'une maladie psy aussi impactante par rapport à la nourriture, c'est sûr qu'en France, c'est pas le meilleur pays, effectivement. C'est ça. Et du coup, honnêtement, moi, si j'avais un conseil, honnêtement, à dire, c'est de parler. En fait, moi, j'ai arrêté de trouver des excuses en disant non merci, non ça va merci, j'ai pas faim, avec toujours un grand sourire. Encore maintenant, hein, mon père se moque de moi quand il me propose quelque chose à manger et que je le regarde, je fais non merci. Et là, il me regarde en mode pourquoi j'ai demandé en fait. Enfin, voilà. Écoute, c'est un progrès. Ça veut dire c'est- qu'au moins, il a compris que c'était au-delà de juste j'ai pas faim et que c'est un réflexe, etc. C'est ça, c'est que, en fait, il y a plein de choses que, ouais, on veut plus forcément manger. Il y a plein de choses, c'est encore difficile. Je serais incapable. Enfin, je commence à manger un peu de la crème, etc. Mais Oh, waouh! la cuisine au beurre, la truc, tout ça, c'est hyper compliqué pour moi. Et quand je vais en manger, ça va me coûter beaucoup. Je vais pas manger comme n'importe qui, j'ai besoin de tout peser. Donc à partir de ce moment-là, c'est quand même un peu compliqué. Voilà, genre même les repas ou les repas de Nouvel An, par exemple, avec des potes, ou les soirées avec les amis. Moi, j'ai des amis, on fait des soirées toutes les semaines. Et en fait, à chaque fois, on cuisine les uns pour les autres. Sauf qu'ils mangent, il est 22h. Et sauf que moi, j'ai des tocs. Dans mes tocs alimentaires, j'ai plein d'autres tocs, notamment le fait de peser, le fait de manger à la même heure tous les jours, que ce soit le midi ou le soir. Le midi, je suis devenue un peu plus flexible. Waouh! Attention, c'est funky. Mais le soir, je ne peux pas manger passé 20h. Sinon, mon cerveau, complètement en mode « Ah bah non, j'ai plus faim ». Ah oui. Et en fait, c'est juste ça. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est difficile au début. Tu dis, comment je vais faire? Je vais aller à une soirée et je vais aller à un truc et je suis pas capable de manger. Je vais t'offrir une balance portative. C'est ça. Mais du coup, en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est que mes soirées avec mes potes, je leur ai dit. J'aurais dit, écoutez, j'ai une anorexie. Ça se passe comme ça. Je suis pas capable de manger avec vous. Du coup, est-ce que ça vous dérange si les soirs où on fait soirée, soit je mange avant et je viens et on fait soirée et tout, parce qu'en général, on se rejoint même à 20h30, donc j'ai le temps de manger chez moi et de les rejoindre.
Soit je ramène, si on se rejoint par exemple à 19h ou 19h30, bah, en fait, je ramène ma popote chez eux et je mange mon repas que j'ai fait. Et en fait, ça passe crème en fait. Oui, parce que Ça passe. normalement, les gens qui comptent pour toi, ou enfin, en tout cas les gens importants, c'est des gens qui sont capables de comprendre en fait cette difficulté. C'est ça. Mais après, en fait, le problème, c'est que eux, c'est des bonnes pâtes. Enfin, ils sont vraiment pas chiants, tu vois. Genre, c'est pas compliqué. Même les repas de Nouvel An, si je leur dis, bah non, mais je fais mes courses dans mon coin et je ramène mon truc. Enfin, tu vois, genre, ils sont en mode, pas de souci, tu fais ce que tu veux, Inès. Enfin, tu vois, ils sont vraiment en mode, tu fais comme tu veux. Mais quand il y a un investissement émotionnel plus important, enfin, c'est pas la bonne chose à dire parce qu'en fait, C'est des gens très dans proches aussi, dans mais ces amis-là, il y a mon meilleur ami. Donc en bien fait, sûr. je peux pas dire qu'il y a pas d'investissement émotionnel dans Mais il n'y a pas l'histoire. le poids, peut-être, par exemple, moi, Du passé, ouais. c'est ça. Et en fait, ce qui a été très dur avec moi et qui me blesse encore, c'est d'entendre ma famille ou des amis me dire en fait, j'aimerais bien partir en voyage avec toi, Inès, mais en fait, ça m'angoisse par rapport à la bouffe. Et je suis en mode, bah pourquoi? Bah en fait, j'ai peur que tu trouves pas à manger et que ça soit trop compliqué pour toi de faire que des restos, etc. Et c'est vrai que quand je voyage, je suis pas la... je voyage seule, ça m'arrive de voyager seule, j'aime bien. Mais en fait, je vais pas me faire des restos quand je vais voyager seule. Je vais aller faire des courses et je vais m'acheter de la nourriture que je vais pouvoir du coup peser parce que ma balance, je l'emmène partout. Elle a fait Madrid, elle a fait Barcelone, elle a fait Londres, elle a fait Basingstoke. Enfin, je l'emmène partout ma balance. Donc, en fait, les gens ont, malgré que je vais mieux, ils peuvent pas s'en passer d'avoir encore cette perception de moi en mode Inès ne va pas manger de lait entier, elle va pas manger de crème, elle va pas manger de lardon, enfin, je suis végétarienne parce que j'aime pas la viande. Ce n'est pas l'anorexie qui fait que je ne mange pas de viande, c'est vraiment que je n'aime pas le goût, je suis désolée. Par contre, j'adore Ça le poisson. arrive. Mais, mais voilà, en fait, il y a ce problème-là où ma mère, jusqu'à cette année, enfin jusqu'au mois d'octobre, à chaque fois, je lui proposais, mais tu veux venir à la maison? Tu veux qu'on aille se faire un truc toutes les deux? Tu veux qu'on se fasse un week-end entre filles? Tu veux qu'on voyage ensemble? Ma mère trouvait toujours des excuses en mode, oui, peut-être, pas tout de suite. Non, mais ce week-end, je veux rester à la maison. Non, mais bah, viens plutôt toi à la maison. Et en fait, un jour, on a percé l'abcès. C'est juste que ma mère m'a dit, elle me dit, mais en fait, devant toi, je sais pas quoi faire. En fait, son cerveau trottait, cavalait à fond en mode, est-ce que ce que je vais faire, c'est assez? Et en même temps, elle pouvait pas s'empêcher d'avoir ce regard vers moi de quand je mangeais, genre, est-ce qu'elle mange assez? Qu'est-ce qu'elle mange pas assez? Donc, en fait, on était beaucoup dans ce conflit intérieur sans se dire les choses. Mmh. La peur, en fait, chacune de son côté, C'est ça. mais Moi, j'ai la peur de l'impression pas faire assez pour ma mère, pour mes parents, pour leur montrer que je vais mieux, et mes parents qui avaient l'impression que j'allais pas mieux, mais qu'ils osaient pas dire quoi que ce soit, etc. Hyper, c'est hyper compliqué. c'est très difficile, je trouve, pour les parents qui ont un enfant avec un trouble psy. Je pense que c'est très difficile parce que, il y a probablement une forme de culpabilité immense de se dire: «Mince, je n'ai pas réussi à accompagner mon enfant, en fait, avant qu'il y ait ce problème Mm. et peut-être que je l'ai pas détecté assez tôt, peut-être que j'ai pas réussi à accompagner mon enfant après la déclaration de ce problème» et du coup, il y a une sorte d'essai, un peu maladroit, je pense, d'essayer de combler un peu quelque Mm. chose qu'ils ont peut-être pas bien fait, pas fait, mal fait ou je ne Mm. sais pas quoi. Et je pense qu'en fait, ce que tu disais tout à l'heure est très juste. Le fait d'avoir cette communication, plus la confiance dans l'un dans l'autre, hein, dans un sens comme dans l'autre, des parents envers l'enfant et de l'enfant envers ses parents, de se dire juste, ben voilà, en fait, aujourd'hui, on est adultes tous et, et donc on peut aujourd'hui avoir une relation qui soit autre que Mm. toujours centrée en fait sur la maladie. C'est ça. C'est que moi, maintenant, j'essaie de dire, non, mais en fait, considérez-moi comme normal. Je trouverai toujours un truc à manger. Je trouverai toujours un truc, même si des fois c'est plus compliqué. Mais en fait, ce que je demande, c'est un peu le pacte à chaque fois. C'est-à-dire, tu veux manger au restaurant? Ok, bah en fait, juste préviens-moi c'est quoi le restaurant. Comme ça, j'ai le temps d'anticiper, de regarder la carte. J'ai des amis aussi qui me disent, bah, tu veux manger où? Vas-y, je choisis le restaurant, on te fait confiance. Ou alors, ils me proposent des choix et ils m'ont dit, bah, parmi ceux-là, c'est lequel qui te plaît le plus. Et ça marche super bien, en fait. Mm. Et, euh, et avec ma famille, bah là, cette année, par exemple, pour Noël,
Ça a super bien marché parce que, j'ai pu manger, quasiment, comme eux, plus facilement. Donc le repas du 24, bon, le problème, c'est que moi, je prends pas d'apéritif ni rien. Donc du coup, en fait, c'est pendant qu'ils prennent l'apéritif que moi, je mange mon repas. Ah oui. Parce que en fait, eux, ils ont le temps de manger et qu'ils attendent de digérer. Mais en fait, moi, je vais pas attendre, après les huîtres, après le foie gras et après la totalité et qu'il est 23 heures pour commencer à manger, quoi. Bah, bien sûr. Ça fait un petit peu tard, quoi. Et du coup, on trouve des mécanismes comme ça, genre je mange un petit peu comme eux, mais pas totalement comme eux. Et pour le repas du 25, par exemple, on a fait un test cette année, c'était ma diététicienne qui m'a recommandé et ça marche super bien. Et je le recommande à des patientes qui ont une anorexie, c'est de faire plutôt les repas où c'est chacun qui mange un peu ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'à table, on met plein de trucs. Donc ça peut être du limadé, où on va mettre du taboulé libanais, du houmous, des falafels, enfin, où il y a vraiment un peu tout, et c'est chacun qui pioche ce qu'il veut et qui met dans son assiette. Plein de plats et on sert pas sur assiette. C'est quoi. ça. Et du coup, il n'y a pas de jugement. Et là, nous, on a fait quoi? On a fait une fondue chinoise. Venue. Ouais, Avec- chinoise ou japonaise, mais du coup, c'est dans un bouillon où on a fait cuire de la viande pour ceux qui voulaient de la viande, du poisson pour ceux qui voulaient faire du poisson, du tofu pour ceux qui voulaient faire du tofu, et plein de légumes. Et des vermicelles de riz pour ceux qui voulaient manger. Et en fait, c'était chacun qui se servait et qui prenait ce qu'il voulait. Et mes parents, ils m'ont vu me régaler et passer un repas en mode normal. Et j'étais trop contente. Ouais. Mais ça, c'est un gros progrès, c'est une super victoire. C'est ça. Et là, par exemple, avec ma mère, la dernière fois, on s'est fait un week-end entre filles, 2 jours complets à Paris. Et genre, ça s'est super bien passé. Pareil pour l'alimentation, ça l'a rassurée. Au point que à Noël, ils nous ont offert une semaine au ski. Donc là, je suis honnête, dans 2 semaines, je pars au ski une semaine avec ma famille. On est en demi-pension. Ça va être le défi de tous les défis. Est-ce que je vais arriver à manger? Et en même temps, je me dis, bah, si j'arrive pas, au pire des cas, je sais déjà que dans ma tête, je vais prévoir dans mes affaires de quoi manger. Au cas où qu'il y a des soirs où il y a des midis, je sois trop en difficulté pour manger quoi que ce soit. Et que du coup, pour être sûre, parce qu'en fait, oui, je peux faire l'effort de goûter, oui, je peux faire l'effort de manger. Mais en fait, vaut mieux quoi? Que je mange une potatoes et c'est tout? Ou vaut mieux que je mange mon repas à côté et que je continue à prendre du poids comme je l'entends, enfin, comme je l'entends, Comme ce qui est prévu. comme ce qui est prévu, avec le bon apport calorique, le bon apport de protéines, le bon apport de féculents, de tout en fait. En fait, Des c'est fois- juste ne pas faire dans la violence, mais faire dans la compréhension. C'est ça. Et C'est quelque que chose de je fluide. peux essayer, je peux manger, mais il faut pas que ça soit sur une longue période. Donc je sais que voilà, sur la semaine, il y a peut-être des fois où il y aura des repas, je vais moins manger. Sachant que je fais de l'effort physique, ça sera déjà plus facile. En fait, mais, c'est comme si tu partais, mais avec un parachute. oui, c'est Comme ça. ça, au moins, tu es sûr d'avoir ce qu'il te faut. C'est Et ça. ça te fait une sécurité à l'avance, quoi. Exactement. C'est exactement ça. C'est en fait vivre avec l'anorexie quand elle devient chronique, c'est prévenir toutes les situations de stress. Parce que là, tu as encore le négociateur du FBI qui rentre en scène et qui dit écoute, on teste, on y va. Si tu le sens, tant mieux. Si tu le sens pas, t'as un plan B. Ouais. Et en fait, ça marche. Ça marche super Bah, bien. déjà, c'est moins stressant et au moins, ça évite que le négociateur, il se dise tu vois, je te l'avais dit. Allez, maintenant, tu manges plus. C'est ça. Et là, au moins, en fait, je me suis plus en mode non, non, mais on teste et si ça marche, bah voilà. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Et en fait, t'essayes. Et derrière, c'est une petite victoire. Parce que même, en fait, là aussi, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de petite victoire dans cette maladie. Il n'y a Ouais. pas de petite victoire. C'est-à-dire que même un matin, se lever, c'est une victoire. Une journée sans pensée négative, c'est une victoire. Manger un carreau de chocolat, c'est une victoire. Tout est une victoire. Réintroduire un aliment dans son alimentation qu'on n'a pas mangé depuis très longtemps, c'est une victoire. Et tout ce qu'il faut retenir, c'est tout est victoire et il faut pas culpabiliser. Si pendant une semaine, tu as envie de manger le même repas matin, midi et soir, bah tant pis, tu manges le même repas matin, midi et soir. Si ça te permet d'avancer et ça te rassure et ça te fait du bien, tu le manges. Tout en respectant, bien sûr, parce qu'en fait, le problème de l'anorexie, c'est qu'il faut un bon apport en graisse et un bon apport en protéines. C'est le plus important parce que c'est ce qui nourrit le cerveau.
Donc, faut pas non plus te dire, en fait, pendant une semaine, matin, midi et soir, tu bouffes que des pâtes. Non, voilà, il faut ou que des légumes, tu vois. Il faut qu'il y ait un Ça, c'est le équilibre. régime des étudiants. C'est ça, il faut trouver l'alimentation qui permet qui te plaît et en même temps qui rentre dans cette dénutrition. Parce qu'on ne parle pas, ma diététicienne serait fière de moi si elle m'entendait le dire. Oh, mais elle va On ne dit t'entendre. pas que l'on grossit, on dit que l'on démaigrit. Et aujourd'hui, j'ai un IMC qui est encore loin d'être le minimum, c'est-à-dire que le minimum, c'est 19. Ouais, je crois que c'est Je 19. crois que J'aurais c'est dit 19. 18, mais j'étais plus sûre. Je crois que c'est 18 ou 19. Aujourd'hui, je crois que je suis à un IMC entre 16 et 17. Bah, t'es presque arrivé. Ouais, mais en fait, pour y arriver, il faut encore que je prenne, je crois, minimum 5 kilos, je crois. Que tu enlèves 5 kilos Voilà, négatifs. c'est faut que j'enlève 5 kilos négatifs. Donc en fait, c'est énorme parce que sachant que j'arrive à prendre, on va dire, pendant un moment, j'arrivais à prendre 1 kilo par mois, mais j'étais capable d'en perdre 2 en un mois aussi. Comment dire que le chemin, il est encore très long, très très long. Mais t'es beaucoup plus armé aussi. Enfin, t'es mieux armé aujourd'hui. C'est ça. Et j'assume ma maladie et je sais qu'elle fait partie de moi. Je sais qu'au fond de moi, je m'en débarrasserai jamais complètement. Je sais elle aura beaucoup de conséquences sur ma vie, cette maladie, notamment sur la partie des enfants. Je sais qu'elle a une conséquence sur mon anxiété. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah oui, je suis traitée, j'ai des antidépresseurs, des anxiolytiques, mais j'ai plus le brouillard dans ma tête que j'avais avant. Et du coup, je me rattache à ça et je me dis, bah chaque jour, c'est un pas. On recule, bah c'est pas grave, on va continuer à avancer derrière ça. On lâche rien et surtout, on est honnête avec soi-même et on communique aux autres ce dont on a besoin. Et voilà, après, dire aussi que il faut s'entourer des personnes comme nous qui ont été guéries de la maladie ou des personnes comme nous qui sont malades. Bah non, parce que peut-être que ces personnes, elles peuvent mieux te comprendre, mais c'est aussi des personnes qui, du coup, peuvent soit t'embarquer dans une rechute, soit te faire te sentir encore plus... Une espèce de comparaison, en fait. Ouais, c'est ça, et culpabiliser en mode « Ah, mais moi, je vais mieux, mais elle va pas mieux. Est-ce que je suis un problème, en fait ?» Ouais. Par exemple, quand je vois quelqu'un dans la rue qui va être dans une maigreur extrême, ça me génère, et la personne, je ne lui ai pas parlé, mais juste de la croiser, ça me génère une angoisse monstrueuse parce qu'en fait, il y a une part de moi qui dit « Mon Dieu, j'étais comme ça », et il y a une part de moi qui me dit « Mais mon Dieu, t'es énorme maintenant, Inès. » Ouais. Le combat permanent. C'est le combat permanent. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as beaucoup plus de force que par le passé, parce que tu as cet entourage médical, enfin en tout cas des soignants, où tu as pu trouver des soignants qui te correspondent. Et donc du coup, cet accompagnement, là, comme tu parlais de ta diététicienne, qui t'aide et qui te suit, qui te donne du vocabulaire qui te correspond, qui te donne des objectifs qui te correspondent, ça, c'est hyper positif, parce que ça veut dire que ça te permet d'avancer avec la maladie au lieu d'avancer contre elle. C'est ça. Et je pense que si on avait fait ce podcast quand tu étais à l'hôpital, je pense qu'on n'aurait pas du tout eu la même Inès, en fait. C'est ça. Et après, il n'y a pas de traitement miracle. L'hospitalisation, c'est pas ce qui va faire guérir. J'en suis la preuve. Les antidépresseurs, les anxiolytiques, c'est pas ça qui va faire guérir non plus. C'est ce qui permet de calmer la petite voix de temps en temps quand on a un trop plein émotionnel. C'est ce qui permet de canaliser ce trop plein émotionnel, mais c'est pas ce qui guérit non plus. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est au final des thérapies alternatives. J'ai fait du coup de la sophrologie avec ma diététicienne, donc ce qui m'aide beaucoup au niveau de la respiration quand je sens les angoisses monter. J'ai fait de la microkinésie, qui lui a permis de déterminer des blessures que j'ai pu avoir dans le passé dans mon corps. C'est ce qu'on appelle des flèches, qui me les a enlevées. Donc c'est des thérapies qui sont alternatives parce que ça touche plutôt au spirituel. J'ai été suivie aussi par une coach de vie, mais qui était spirituelle parce qu'elle avait des dons de médiumnité et qui, elle, m'a appris plein de choses sur moi. J'ai fait aussi ce qu'on appelle
quelqu'un qui coupe les liens émotionnels transgénérationnels. Ah oui. C'est-à-dire qu'elle remonte dans les générations pour voir comment ça se fait que tu as ce bagage émotionnel-là. Pourquoi t'en es arrivé là? Et en fait, toutes ces petites thérapies mis toutes bout à bout, heureusement, j'avais un soutien avec ma famille. C'est ma mère qui a beaucoup cherché ces thérapies-là pour m'aider, qui me les a proposées. Moi, au début, j'y allais pour elle. Et en fait, maintenant, je la remercie parce que je l'ai fait aussi pour moi au final. Parce que c'est ça qui m'a sauvé la vie et m'a sorti la tête de l'eau beaucoup plus vite que si j'avais pataugé toute seule avec les médecins. Donc en fait, il n'y a pas de remède miracle par rapport à la maladie. Il faut juste trouver ton remède à toi, celui qui C'est te ça. convient. C'est ça. Et moi, c'est le côté spirituel qui m'a beaucoup aidée. C'est d'apprendre ce qui a pu se passer dans mes générations passées, c'est ce qui a pu se passer et que j'ai pu intérioriser, des traumatismes intérieurs qui font qu'aujourd'hui, j'ai pu avancer et comprendre, ok, j'ai ce comportement-là ou j'ai telle réaction parce qu'il m'est arrivé ça. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à une jeune personne, donc femme ou homme, hein, même si on sait qu'il y a beaucoup plus de femmes, qu'est-ce que tu dirais à une jeune personne qui aujourd'hui se trouve dans une situation d'anorexie mentale et qui découvre ça la concernant? Si elle n'arrive pas à en parler, si elle n'arrive pas à le montrer, enfin, si elle n'arrive pas à demander de l'aide, à le vocaliser, bon, comme moi j'ai pu faire, dire maman j'ai besoin d'aide, je veux me faire hospitaliser. C'est très dur. C'était les paroles les plus dures de ma vie que j'ai pu prononcer. Et en même temps, je vois le soulagement que ça a pu provoquer chez ma mère. C'est peut-être de commencer par faire des messages d'alerte, des SOS en fait. Des fois, en fait, c'est juste ça, de dire un SOS, ça va pas bien, et de laisser le temps de venir. En fait, il y a le meilleur conseil, ouais, c'est de parler, mais parler, c'est pas évident Pas pour tout évident, le monde, ouais. et peut-être qu'il faut y aller par étapes, trouver quelqu'un avec qui on se sent assez en confiance. Ça Bien peut être sûr. un inconnu, en fait, des fois. C'est juste des fois aussi de faire la démarche de dire, bah, je vais aller voir un médecin, peut-être que j'irai le voir qu'une fois, mais j'ai besoin de vider mon sac avec cette personne-là. Et en fait, de le vocaliser à quelqu'un d'extérieur, de le vocaliser à voix haute, des fois, c'est là où ça nous permet de vraiment prendre conscience de ce qu'on a. Parce que tant que Peut-être ça un reste... chien alors, comme toi t'as fait avec C'est Happy. ça, c'est ça. Mais en fait, c'est d'avoir le... C'est con, mais c'est dur, c'est se confronter au regard extérieur. Je sais que c'est extrêmement difficile. C'est comme un miroir, donc en même temps, C'est ça, de se juger, parce qu'on a l'impression que tout le monde nous juge, que tout le monde nous regarde, tout le monde regarde notre assiette, tout le monde nous regarde ce qu'on fait, etc. Donc c'est hyper difficile de se confronter au regard des autres. Et en même temps, en plus, il faut pas qu'on se compare. C'est vraiment, dans notre cerveau, c'est très compliqué parce qu'en fait, on ne peut pas s'empêcher de comparer. Si quelqu'un à table mange moins que nous, on est en mode... Mince, j'ai trop mangé. C'est ça. Si quelqu'un dit j'ai raté moi le truc qui me rend le plus malade, c'est quand quelqu'un me dit j'ai loupé mon repas, ou j'ai pas mangé depuis ce matin, ou j'ai pas mangé depuis hier soir. C'est une angoisse pour moi parce qu'en fait je me dis mais moi j'ai mangé 4 repas en fait entre-temps, mec. J'ai fait un petit déjeuner, un déjeuner, un goûter et le dîner. Enfin c'est... Alors que si ça se trouve, cette personne avait mangé 8 pizzas à son dernier repas, Oui, et on ne le sait pas. mais c'est ça. C'est juste l'expression C'est qui ça. met en alerte la dualité qu'il y a dans Mm. ton cerveau et qui est en mode mon Dieu, il faut que je fasse ça, ou ah Mm. mais non, il faut que je fasse autre chose, et la confrontation totale entre les deux. C'est ça. Et en fait, moi je pense qu'il y a... Mon seul conseil que je pourrais te donner, c'est si on n'arrive pas à demander de l'aide, déjà de montrer qu'on a besoin d'aide. Mm. Parce que peut-être que la personne en face, elle trouvera plus facilement les moyens d'accompagner. Ça peut être, par exemple, la personne, elle voit que tu fais un signal d'alerte et elle te dit écoute, je sais que ça va pas trop en ce moment, j'ai potentiellement quelqu'un qui pourrait t'aider. C'est si tu veux, on y va. Tu peux y aller seul ou avec moi. Mais voilà, si sa carte, tu peux prendre rendez-vous quand t'en as envie. En fait, des fois, juste de savoir qu'on a cette porte ouverte, sans jugement, c'est le premier pas, des fois. Donc finalement, c'est un beau message parce que c'est un message à la fois pour les personnes qui souffrent de ça et pour les personnes qui sont autour. Et C'est ça. c'est juste communiquer et être ouvert et tolérant. Mm. C'est très beau.
Merci. Et justement, en parlant de choses très belles, moi j'aime bien finir ce podcast, en règle générale, par, une impression un peu plus douce, quelque chose qui parle d'un point de vue un peu artistique. Donc je ne sais pas si toi, de ton côté, tu as des œuvres, ça peut être des œuvres littéraires, des tableaux, de la musique, un film, peu importe, juste quelque chose qui te parle par rapport à cette maladie que tu vis au quotidien? Alors, moi, je lis beaucoup. Alors, beaucoup, beaucoup. C'est vrai, je Heu, confirme. j'ai une addiction, c'est les livres, voilà. Et du coup, c'est vrai que, en fait, je suis même pas capable de dire un livre auquel je peux plus m'identifier. En fait, ça dépend vraiment des étapes de ma vie. Oh, tu peux en dire plusieurs, hein. Hem, Par exemple, j'aime bien lire, L'Attrape-cœur de Catcher in the Rye, Mmh. parce que, bah, ce jeune qui a, en fait, plein de troubles, heu, psychiatriques, qui est profondément dépressif, mais qui est complètement dans le déni en mode: «Mais non, c'est pas moi le problème, c'est les autres». Qui a des réactions des fois où les gens le regardent en mode: «Mais c'est quoi cette réaction?» Et en fait, des fois, je le lis quand je lis les livres, je fais: «Ouais, bah, je suis un peu pareil, quoi». Donc c'est un peu le bouquin en mode: «Je suis pas la seule». Hem, En fait, il y a plein de livres sur lesquels, qui peuvent nous aider, à avancer. J'ai pas un exemple en soi. Un Une chanson que j'écoute beaucoup, pas tant pour les paroles en entier, mais juste pour la dynamique qu'elle me provoque. Genre quand je l'écoute, ça me fait un frisson et du coup, je l'écoute en général quand j'ai une petite victoire. C'est la chanson d'Elton John, I'm Still Standing, Mmh. qui pour moi, en fait, me parle beaucoup parce qu'en fait, je me dis, punaise, j'en ai vécu des merdes, je suis encore là et je suis toujours debout et je continue. Et en fait, quand j'ai besoin, même quand j'ai un échec, je suis en mode: «Bah, vas-y, je la mets» et en fait, je m'énergise en mode: «En fait, Inès, tu toujours là, quoi. Donc continue, lâche pas». Heu, donc voilà, c'est un peu la musique. Après les livres, ouais, il y en a plein. J'aime beaucoup lire aussi, Ne tuez pas l'oiseau moqueur, parce que pareil, en fait, c'est à chaque fois des livres où je m'identifie aux personnages parce que c'est des personnages qui se sentent pas normaux Ouais. dans le sens du terme. Et j'ai lu il y a pas longtemps un livre, un livre sur une actrice, c'est une histoire vraie en fait, c'est, Jeannette, je sais plus quoi, hem, qui en fait raconte, c'était une star Nickelodeon, Ah oui, oui, la Nickelodeon. chaîne, oui. Et la petite en fait a eu sa mère qui l'a forcée à devenir anorexique pour pouvoir avoir des rôles et cetera dans les films et au bout d'un moment, bah, l'anorexie a pris le dessus, elle avait aussi de la boulimie et en fait de lire son livre, ça m'a donné une perspective parce que, bah, pareil, elle a commencé à se faire traiter, plus tardivement comme moi. Elle a eu la maladie qui a duré, bah, de ses, quasiment 11 ans jusqu'à, plus de 25 piges, donc pareil chronique. Et en fait, elle s'en sort aujourd'hui. Elle est quand même devenue une, écrivaine. Elle fait encore, enfin, elle a une vie, on va dire, presque normale, même si son passé est toujours là, en fait. Et Mmh. c'est montrer que, OK, on a un passé, mais il faut l'accepter et il faut continuer à aller de l'avant et pas regarder derrière. Ouais, c'est vraiment joli, hein, ce que tu dis. Et tu sais que d'ailleurs, moi, en termes de petites recos, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais enfant et qui m'avait beaucoup marqué sur l'anorexie et qui fait que pendant des années, je me suis dit: «Non Delphine, tu ne peux pas être anorexique, tu n'as pas le droit, ce n'est pas bien, ce n'est pas une chose qu'il faut faire» et cetera. Ça s'appelait, «3 filles et 10 kilos en trop». Oui, je me rappelle. Et c'est un bouquin, pour enfants, hein, vraiment, qui justement, parlait d'une jeune fille, je crois que c'est au collège ou au lycée, qui justement était beaucoup moquée pour son physique et pour pouvoir être, plus à l'aise dans son cercle d'amis, je crois qu'il y avait une histoire avec un garçon ou un truc comme ça. Du coup, elle arrêtait de manger progressivement de plus en plus et faire énormément de sport et j'ai trouvé que pour un livre pour enfants, c'était intelligent, de mentionner justement cette détresse, de quelqu'un. Donc ça m'avait pas mal marqué, sur le sujet. Tu m'étonnes. Eh bien, en tout cas, Inès, je pense que ces recommandations, de lecture seront très bien à écouter, enfin à lire en même temps qu'écouter, I'm Still Standing d'Elton John. Nous irons le mettre, nous, directement après ce podcast
Et je voulais te remercier d'avoir accepté de venir nous parler ici, parce que c'est toujours très difficile de parler de ce genre de choses. Vraiment, merci à toi, car aujourd'hui, je pense que tu as pu nous éclairer davantage sur les troubles du comportement alimentaire et surtout l'anorexie mentale. Donc, merci beaucoup, Inès. Bah, merci Delphine. Merci à vous tous de m'écouter. Merci d'avoir écouté Voix plurielle. Comprendre, c'est déjà faire un pas vers l'autre. C'était Delphine et à bientôt pour une nouvelle rencontre, une autre façon de voir le monde. Ce podcast vous a été présenté grâce à la solution de diffusion de podcasts Castopod.